Donc on y va pour le deuxième argument. Donc le premier argument c'était pour rappel voilà, l'idée que les mesures protectionnistes vont, vont augmenter les prix des biens sur le marché national et que ça va conduire à un transfert de richesse des consommateurs vers les producteurs nationaux, puisque les consommateurs vont être obligés de payer plus cher. Alors que s'ils étaient en libre-échange, eh bien, ils auraient eu affaire à un prix plus bas. Donc je vais vous proposer maintenant deux autres arguments pour critiquer, comment dirais-je, pour critiquer le protectionnisme. Alors deuxième argument, ça va être plus simple, il n'y a pas de graphique. Donc l'idée c'est que les mesures protectionnistes peuvent nuire également à certains producteurs nationaux. Alors voyons voir comment. C'est très simple comme idée. Juste, alors d'abord avoir à l'esprit que, donc quelques ordres de grandeur, que 80% environ des importations européennes sont des importations de ce qu'on appelle globalement des biens intermédiaires. Donc il peut s'agir de matières premières ou alors de ce qu'on appelle des produits semi-finis, c'est-à-dire des produits qui ont déjà subi une première transformation mais qui ne sont pas complètement finis et pas prêts à être vendus, mais dont le travail a déjà été à peu près accompli. Donc on importe beaucoup de produits semi-finis, ou on importe également ce qu'on appelle des biens d'équipement, c'est-à-dire des machines, comment dirais-je, des machines pour professionnels, pour l'industrie. Donc on achète des machines à d'autres entreprises, et ces machines nous permettent en tant qu'entreprise de produire. Donc 80% de nos importations, ce n'est pas des produits qui sont directement destinés au consommateur final, mais ce sont des biens intermédiaires qui permettent aux entreprises de produire. Donc, ce que je dis ici, hein, c'est-à-dire que des importations servent à la fabrication de nouveaux produits, donc que les entreprises vont vendre localement, mais vont aussi fort probablement exporter pour les vendre à des consommateurs étrangers. Donc c'est là que le problème se noue, c'est que si vous pratiquez, comment dirais-je, donc des mesures protectionnistes, ça fait monter le prix de vos importations, pour une partie de vos importations, qui constituent en fait des matières premières pour les entreprises, ou en tout cas des biens intermédiaires plus coûteux pour les entreprises, qui vont donc voir leur coût de production s'alourdir, ce qui va forcément les obliger à vendre plus cher pour pouvoir tout simplement rester rentable, et ce qui va dégrader leur compétitivité prix. Donc les producteurs eux-mêmes sont victimes, certaines catégories de producteurs en tout cas sont victimes des mesures protectionnistes parce qu'elles alourdissent leur coût de production. C'est ce que j'ai mis ici, hein. Si des mesures protectionnistes sont mises en place, alors le prix de certains biens intermédiaires, donc issus des importations, va donc augmenter et alourdir les coûts de production des entreprises nationales. Ces dernières vont alors perdre en compétitivité prix, puisqu'elles vont être obligées d'augmenter leur prix de vente, puisque leurs coûts de production s'accroissent. Et elles vont voir leurs exportations diminuer. Si le prix augmente, la demande, elle, diminue. Ainsi, les pays n'ayant aucune entrave aux importations, qui ne font donc, qui n'utilisent aucune mesure protectionniste, c'est des pays qui ont plus de chances d'avoir des entreprises qui sont compétitives à l'export. Donc là, c'est un argument un peu, voilà, on a retourné l'argument, on n'a pas d'argument précis de pays qui ont des mesures protectionnistes et dont on est certain que ça plombe la compétitivité prix de leurs entreprises nationales à l'exportation, mais on peut supposer que, en l'absence de barrières protectionnistes, on maximise nos chances d'être compétitif à l'export. Donc l'exemple que je vous propose, voilà, c'est un peu un exemple un peu renversé, hein, pour essayer quand même d'illustrer cette idée-là. Donc l'exemple, c'est que l'Allemagne, c'est un pays qui importe beaucoup de matières, beaucoup de biens intermédiaires, et beaucoup plus que la France. D'ailleurs, bon, je ne voulais pas surcharger de chiffres, mais depuis les années 90, le rythme d'accroissement des importations allemandes a été 20 fois plus élevé, je crois, que celui de la France. Bon, c'est pas très important, mais c'est l'idée que l'Allemagne importe beaucoup plus. Et on a cette idée que le fait d'importer, c'est pas un bon signe. Mais c'est pas vrai, puisque un pays qui importe, ça peut être pour produire et réexporter ensuite. Donc l'Allemagne importe beaucoup, beaucoup plus que la France, et elle importe beaucoup de produits venant de la Chine et d'Europe de l'Est, les pays d'Europe de l'Est, qui sont également réputés pour produire des choses à moindre coût. Donc l'Allemagne va importer des produits, des biens primaires,
donc de matières premières, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, produits semi-finis, des composants divers pour aller dans leurs produits, et elle va donc importer ces différents éléments très peu chers. Donc ça allège ses coûts de production, ça lui permet de vendre des biens de bonne qualité et de les vendre à des prix compétitifs. C'est ce que je dis après, hein. Et il semble que cette absence de protectionnisme dope sa compétitivité à l'exportation. Donc vous voyez comment, bon c'est un argument un peu, comme on dit, en creux, hein. C'est un argument en creux dans le sens où on peut pas tellement prouver que le protectionnisme plombe, alors vous dites pas plomber, hein, mais le protectionnisme affaiblit la compétitivité prix à l'export des entreprises nationales, mais on peut prouver que les pays qui sont très bons en compétitivité à l'export, bah, c'est des pays qui n'ont pas de barrières protectionnistes à leurs importations. Parce que ils peuvent importer massivement des produits venant de pays étrangers, dont, en tout cas, importer des produits, des biens intermédiaires, très peu chers, qui leur permettent d'avoir des coûts de production bas. Donc ça, c'était le deuxième argument. Troisième argument, troisième et dernier, il se peut d'ailleurs que, alors je sais pas si vous faites des recherches, probablement, faites des recherches sur internet pour trouver des éléments de cours, vous pouvez trouver d'autres arguments pour critiquer le protectionnisme. Mais c'est souvent des arguments très théoriques et parfois un peu difficiles à remobiliser. Mais bon, si vous en trouvez d'autres qui sont pas que je vous donne pas, vous pouvez aussi les utiliser. Mais déjà avec trois arguments, vous pouvez largement faire une deuxième partie d'une dissertation ou même une EC3. Hein. Faites 3 AEI comme ça, bon, ça fera une petite EC3, mais c'est quand même déjà pas mal. Ça tombe rarement de toute façon. Mais voilà, vous avez quand même quelques idées. Alors le troisième argument. Donc les mesures protectionnistes n'incitent pas les secteurs qui en profitent à s'améliorer pour être plus efficaces. Donc ça c'est voilà l'argument de l'incitation, on va dire. Donc en effet, les secteurs abrités, abrité c'est une expression qu'on emploie en économie pour désigner que on est abrité de la concurrence internationale. Ça veut dire qu'on ne subit pas les prix plus faibles des concurrents qui nous obligeraient nous à faire mieux. On appelle ça le secteur abrité. Donc là les secteurs abrités de la concurrence par des mesures protectionnistes peuvent vendre plus cher que s'ils subissaient la concurrence d'autres entreprises plus efficaces et donc moins chères qu'eux. Effectivement, il y a des secteurs, comme on sait qu'ils sont moins bons que les concurrents internationaux, on les protège par des barrières protectionnistes. Et de fait, une fois qu'ils sont protégés, ils n'ont pas besoin d'être plus efficaces, de chercher à baisser leur coût de production pour baisser leur prix. Donc ça peut être un problème. Cette protection est source d'effets pervers, dans la mesure où les entreprises de ce secteur ne sont pas incitées à s'améliorer pour gagner en compétitivité. Effectivement, c'est ce que je vous disais, hein. Tant que vous êtes protégé, vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à réorganiser la production, à essayer de changer, à essayer d'investir, à essayer d'innover pour essayer d'être plus efficace. Vous êtes juste protégé, et tant que ça dure, il n'y a aucune incitation à faire mieux. Donc tant que la barrière protectionniste existe, il est au contraire dans l'intérêt de ces entreprises de continuer à vendre à un prix élevé, sans se casser la tête, plutôt que d'investir dans la recherche et développement, recherche et développement, hein, R&D, donc c'est-à-dire avancer de l'argent pour faire des découvertes, essayer de produire de nouvelles machines plus efficaces, des nouveaux procédés de production, de nouvelles organisations du travail, et ainsi de suite. Donc on n'est pas du tout incité à faire ce type d'investissement, à essayer d'innover, à essayer de produire plus efficacement, puisque tout simplement on est protégé et on est très bien comme ça. Donc ça c'est un argument qui est souvent mobilisé. C'est aussi un argument qui a été mobilisé au passage pour justifier une partie de l'effondrement de l'URSS, hein, c'est-à-dire que dans les économies centralisées comme l'URSS, les entreprises étaient toutes nationales et donc n'étaient pas soumises à la concurrence. Et donc souvent, on les accusait un retard technologique parce qu'il n'y avait pas cet aiguillon, comme on dit souvent, de la concurrence pour pousser à faire mieux. Donc c'est souvent un argument qui est mobilisé par les libéraux pour supprimer les barrières protectionnistes. Donc par exemple, alors là, j'ai pas d'exemple précis, donc là je vous fais un exemple un petit peu, un petit peu faux, ou en tout cas pas vraiment concret, parce qu'en vérité j'ai pas d'exemple à vous donner, ou alors ce serait vraiment très compliqué à trouver. Si vous en trouvez un, vous pouvez l'utiliser, mais moi je vous avoue que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ça marche quand même, hein, vous respecterez quand même la méthode AEI comme ça peut être une astuce. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça peut vous sauver et vous aider à vous dire que vous respectez quand même la démarche. Donc par exemple, une entreprise produisant des vêtements et qui profiterait de barrières protectionnistes
la protégeant des importations de textiles étrangers moins chers. Donc exemple, je sais pas moi, bon, ça c'est fictif, mais bon voilà, une entreprise de textile français qui serait protégée par des barrières protectionnistes contre les importations de textiles asiatiques par exemple. Bon, bah, on imagine qu'une telle entreprise, eh bien, elle n'est pas forcément incitée à investir dans de nouvelles machines. On va repousser le problème, voilà, on va pas chercher, tant qu'on est protégé, on va pas on va pas chercher à s'améliorer. Donc cette entreprise ne chercherait pas à mettre en place de nouvelles machines plus efficaces. Et le seul moyen finalement de pousser l'entreprise à se mouvoir pour essayer de progresser, bah, ce serait de faire peser la menace de supprimer ces mesures à moyen terme. Donc voilà, il s'agirait de protéger tout en menaçant d'une suppression de ces barrières pour que l'entreprise, entre guillemets, ne s'endorme pas sur ses lauriers et essaye de faire mieux pour progresser. Donc voilà, c'est un des arguments aussi qui dit que le protectionnisme n'est pas forcément très bon à long terme pour toutes les entreprises, pour la sphère productive, parce qu'elle pousse à une certaine comment dire, inertie, voilà, une inertie organisationnelle, productive, qui fait qu'on n'est pas du tout dans le progrès et dans l'innovation. Voilà. Donc on continuera donc, je pense, demain avec la quatrième grande partie, c'est ça, quatrième et dernière grande partie du chapitre sur le commerce international avec les stratégies des entreprises qui s'internationalisent. Voilà, le rôle des firmes multinationales, le rôle des délocalisations. Il y a encore quelques sujets qui peuvent tomber là-dessus, donc on fera ça probablement demain. C'est presque prêt. Voilà, bon courage à vous. À bientôt.